Merci Caroline, merci aux organisateurs de cette journée, merci à tous pour votre présence et cet échange aujourd'hui. Donc effectivement, on va vous parler de notre travail sur le syndrome de Smith-Magenis et le profil neurodéveloppemental et cognitivo-comportemental. Pour introduire le syndrome de Smith-Magenis, c'est une maladie rare qui est due à une perte de matériel génétique, donc d'ADN sur le chromosome 17 sur le bras court dans une région 1.2. Et cette région contient le gène qui s'appelle RAI1 et qui a été identifié comme le gène principalement causal de ce syndrome. Et des mutations ponctuelles de ce gène peuvent également expliquer le phénotype, donc l'association de symptômes du syndrome de Smith-Magenis. Il a été décrit par Anne Smith et Hélène Magenis en 1982. Vous avez ici un extrait de ce qu'elles ont décrit, c'est-à-dire un trouble du développement intellectuel, des troubles du comportement et du sommeil, et des particularités morphologiques et une voix rauque. On voit que dès les premières heures de la description de ce syndrome, les troubles du comportement étaient très au cœur de cette description. Donc, comment est-ce qu'on prend en charge ce syndrome ? Eh bien, il a été décrit qu'il y avait eu en fait une inversion du cycle nictéméral. Et le traitement qui est décrit, c'est de donner de la mélatonine longue durée d'action le soir pour rétablir le sommeil, avec un traitement éveillant le matin, comme l'acébutolol. Or, dans notre cohorte à Lyon, où on suit près de 95 personnes, eh bien, on a vu qu'il y avait près de la moitié qui était stabilisée sous méthylphénidate. Et le méthylphénidate, c'est le traitement de référence pour le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On s'est alors demandé qu'est-ce qu'on dit de la prévalence, donc de la fréquence des troubles du neurodéveloppement dans le syndrome. Quand on étudie le protocole national de diagnostic et de soins, donc ces protocoles, ce sont les bibles de référence des prises en charge des syndromes génétiques, on retrouve des mots-clés comme troubles de la concentration, l'habilité attentionnelle, troubles exécutifs, impulsivité, intolérance à la frustration, hyperactivité motrice et psychique, crise de colère classique, qui pour nous, pédopsychiatres et psychiatres, sont des points d'appel du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On a aussi la torsion des mains, les comportements auto-agressifs, les comportements compulsifs et stéréotypés qui peuvent être des marqueurs du trouble du spectre de l'autisme. Et quand on regarde les données de prévalence, on retrouve cette prévalence décrite de troubles du développement intellectuel à 100%, mais nous n'avons pas de prévalence en ce qui concerne les autres troubles du neurodéveloppement. Ce qui est la même chose dans la base de données référence des Américains qui est GeneReviews. Donc on s'est posé la question, on voulait répondre à cette question, mais quelle est la prévalence des troubles du neurodéveloppement dans ce syndrome ? On a alors fait une méthodologie qu'on utilise en médecine qui s'appelle une revue systématique de la littérature pour en fait essayer d'extraire les données de ce qui existe déjà. Et on a donc défini que notre objectif, ce serait de mesurer la prévalence à la fois des diagnostics qu'on appelle catégoriels, donc y a-t-il un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble déficitaire de l'attention, mais aussi des traits qui pouvaient être associés. Notre objectif secondaire était de décrire quelles échelles étaient utilisées, quels questionnaires, et également de voir s'il y avait une différence entre les personnes concernées par une délétion ou par une mutation ponctuelle, et de caractériser en soi les spécificités du trouble du neurodéveloppement qu'on pouvait identifier. On a extrait des articles qui ont été réalisés en population humaine présentant un syndrome de Smith-Magenis, soit par mutation RAI1, soit par délétion, et qui avaient des données, bien sûr, de troubles du neurodéveloppement, évaluées à l'aide d'outils standardisés ou du DSM, le DSM étant le manuel de diagnostic de référence des psychiatres. Au départ, on a vu 1970 articles qu'on a pu screener en fonction des titres et des données. Et à la fin, on a pu en conserver que 27 qui finalement étaient en population humaine du syndrome de Smith-Magenis avec des éléments de troubles du neurodéveloppement. Parmi ces articles, on va vous décrire finalement ce qu'on a pu trouver. 11 d'entre eux s'intéressaient aux troubles du développement intellectuel. 6 d'entre eux s'intéressaient au TDAH, donc l'acronyme du trouble déficitaire de l'attention. 6 d'entre eux avaient des données sur le trouble du spectre de l'autisme. En ce qui concerne le trouble du spectre de l'autisme, quand on poule ces données, quand on les met ensemble, on a des données de 2009 à 2018 dans 5 pays différents qui concernent 178 personnes. Et dans aucun de ces articles, finalement, les personnes n'avaient été évaluées par l'ADOS et l'ADI, qui sont les deux examens de référence du trouble du spectre de l'autisme. En revanche, on avait des données pour 42 personnes sur l'Autism Screening Questionnaire, qui est un questionnaire de dépistage de l'autisme. 95% de score pathologique. Des données évaluées avec les questionnaires de communication sociale, encore une fois, qui sont intéressants dans l'autisme, même si ce n'est pas un diagnostic. 50% à 72% de score pathologique en fonction des échantillons pour 93 personnes concernées. Les échelles de réciprocité sociale, 48 personnes, et encore une fois, les mêmes échelles de pathogénicité, de score pathologique. Et enfin, un autre questionnaire qui a été utilisé, qui est la CARS, où nous n'avons pas les données brutes. On a aussi interrogé, est-ce qu'on peut faire une différence entre les personnes avec une délétion ou RAI1 ? Malheureusement, les échantillons étaient trop faibles pour pouvoir extraire une impression de différence.
En revanche, un point qui était intéressant, c'est de voir que dans certains articles, le ratio pouvait être inversé, c'est-à-dire que les filles étaient peut-être plus concernées par des éléments du spectre de l'autisme que les garçons dans ce syndrome, ce qui est l'inverse de ce qui est rapporté dans la littérature en général. Donc aucune prévalence pour l'autisme n'a pu être réalisée. En revanche, on repère quand même que 50% des scores qui ont pu être effectués étaient pathologiques. Pour le TDAH, cette fois, cette étude, entre 1998 et 2021, 4 pays pour 110 personnes au total. Et 2 études ont pu s'intéresser, alors ça fait 11 personnes concernées au final, mais 2 études ont utilisé des diagnostics selon le DSM, avec donc une prévalence de 100% du diagnostic. 2 études utilisaient les échelles de Conners, qui sont des questionnaires d'objectivation standardisés des symptômes du TDAH, 70% de symptômes positifs pour l'hyperactivité et 58% d'impulsivité rapportée chez les personnes avec syndrome de Smith-Magenis. Une étude interrogeait les fonctions exécutives. Encore une fois, les scores étaient pathologiques pour toute la cohorte des 13 personnes. Et il y avait des points faibles relatifs en inhibition et en mémoire de travail, ce qui correspond à un profil TDAH. Et une étude utilisait le Child Behavior Checklist, 35 personnes, 100% de scores pathologiques en hyperactivité, 86% d'impulsivité, 89% de l'habilité émotionnelle. Encore une fois, on n'a pas pu voir de différence entre RAI1 ou la délétion, puisqu'il y avait des échantillons trop faibles d'RAI1. Et un élément intéressant, c'est qu'une de ces études décrit une IRM fonctionnelle pour ces études qui ont le DSM avec 100% de prévalence, et le substrat anatomique était convergent avec ce qui est décrit dans le TDAH, c'est-à-dire le circuit dopaminergique. Donc 100% de prévalence virtuelle, même si c'est un échantillon très faible, et 50% de score pathologique avec les questionnaires plus fonctionnels. En ce qui concerne le TDI, il y avait énormément de données que je ne vais pas vous détailler. Simplement, l'hétérogénéité des échelles était très marquée et on remarque qu'il n'est pas toujours évalué. En fait, les articles incluent les personnes en disant qu'il y a un TDI, mais sans justifier du TDI. Et ce qui était vraiment intéressant pour nous, c'est qu'il n'y avait pas 100% de troubles du développement intellectuel. Même dans la délétion, il y avait près de 8% en fait, de troubles spécifiques des apprentissages sans troubles du développement intellectuel. Donc de ce travail, on a pu finalement conclure qu'aucune donnée de prévalence catégorielle ne pouvait être établie. En revanche, que les données fonctionnelles étaient objectivables et fortement en faveur d'une très haute prévalence de TDAH et du TSA. On peut se questionner finalement sur pourquoi ce travail de diagnostic catégoriel n'a pas pu être extrait. Est-ce qu'il y a un manque d'intérêt pour ce diagnostic? Est-ce que le diagnostic génétique est suffisant? Est-ce que c'est par manque de fiabilité de nos méthodes d'évaluation? Mais nous, dans notre perspective, on se dit que c'est vraiment nécessaire de pouvoir faire nos diagnostics du mieux qu'on peut, même si on sait qu'il y a des particularités induites par la maladie rare, et qu'on peut même supposer que peut-être le syndrome de Smith-Magenis est aujourd'hui un modèle de trouble du développement déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité syndromique. Et pour continuer dans cette lignée effectivement de suppositions, d'hypothèses de TDAH syndromique, on a commencé une première étude rétrospective sur les données de notre cohorte du Centre de référence maladies rares Génopsy à Lyon, où on a extrait les données de 16 personnes concernées par un syndrome de Smith par la délétion, 17P1.2, et 7 personnes qui sont concernées par le syndrome également, mais cette fois qui ont la mutation RAI1. Vous voyez que les données en âge sont très larges, puisque notre cohorte, comme le disait Caroline tout à l'heure, est à la fois enfant, ado et adulte. Ce qu'on retrouve dans la littérature et qui est assez clairement établi, c'est une différence au niveau intellectuel entre la mutation RAI1 et la délétion 17P1.2. Ce qu'on retrouve sur nos données ici, avec plutôt cette différence au plan de la conceptualisation verbale, plus que manifestement le raisonnement visuel. À savoir ici, on pourra en discuter ensemble, qu'on retrouve, comme dans la revue de la littérature, la problématique de l'évaluation de ces personnes avec finalement l'absence de batterie, d'échelle qu'on peut utiliser avec tout le monde. Donc on est un peu obligé de faire notre petite tambouille, ce qui probablement impacte les résultats en termes de neuropsychologie. On s'est ensuite intéressé au comportement, puisqu'on voulait voir l'impact éventuel du TDAH syndromique. Et de manière quasi systématique, on fait passer l'échelle ABC dans notre centre dès qu'ils viennent nous voir. Et donc, on a pu extraire des données de délétion et de mutation dans le gène. Et ce qui est très intéressant ici,
Donc vous avez 5 domaines évalués dans l'échelle ABC, qui est une échelle de comportement atypique. Donc vous avez l'irritabilité, le retrait social, les comportements stéréotypés, l'hyperactivité et le langage inapproprié. Et on observe une différence significative de comportement au plan de l'irritabilité, avec plus de comportements irritables, agitation pour les personnes qui ont la mutation dans le gène. Et on retrouve également, et de manière encore plus prégnante, une différence significative pour l'aspect hyperactivité, ce qui va vraiment dans le sens de ce potentiel TDAH syndromique. Ce qui est également très important et très intéressant surtout, c'est la corrélation qu'on essaye de faire éventuelle entre l'impact du niveau cognitif sur les troubles du comportement et finalement le pourcentage de variance expliqué par le niveau de conceptualisation verbale, donc là où il y avait le plus de différence entre la DEL et la MUT, n'est que de 5%. Donc cela signifie que ça n'explique pas entièrement la différence du comportement. Donc on ne peut pas seulement attribuer la différence comportementale au niveau cognitif, et c'est encore plus le cas avec le raisonnement visuel. Donc ça pose la question de le profil cognitif. Il ne suffit manifestement pas, ce sont évidemment que des données préliminaires sur une étude rétrospective, mais à expliquer les spécificités comportementales. Donc tout ce travail en cours nous fait dire qu'il faut mieux caractériser le phénotype neurodéveloppemental des maladies rares et ici plus spécifiquement du syndrome de Smith-Magenis. Pourquoi ? Pour pouvoir faire de la médecine personnalisée, ici notamment pour prescrire plutôt du méthylphénidate que d'avoir des ordonnances à rallonge comme ça parfois. Et puis d'avancer dans la compréhension des troubles du neurodéveloppement, mais aussi et très probablement, et on en parlait un peu tout à l'heure, de la corrélation génotype-phénotype, puisque ici, manifestement, seul le profil cognitif ne permet pas d'expliquer les différences comportementales qui sont réelles et qui sont aujourd'hui plutôt bien objectivées, en tout cas avec cette étude préliminaire. Donc on a très envie d'aller plus loin et de se dire si ce n'est pas uniquement le raisonnement, le profil cognitif, peut-être qu'il y a une réelle corrélation génotype-phénotype et un travail va être débuté dans ce sens-là sur notre CRMR, ce qui permettra également d'avoir de nouveau un parcours de soins plus personnalisé. Et pour justement expliciter ce parcours de soins personnalisé, c'est l'occasion de parler un petit peu du programme d'ETP JAMREP qu'on a développé sur notre service et qui permet de travailler différentes compétences, mais notamment d'auto-soins. Et plus on va mieux comprendre, plus on va comprendre de manière personnalisée le profil de chaque personne, plus on pourra adapter les programmes de psychoéducation, d'éducation thérapeutique. C'est ce qu'on essaye de faire dans le programme d'ETP JAMREP, où on a plusieurs modules, prendre soin de soi, vivre avec les autres, s'épanouir dans sa vie intime, affective, et on se dit que plus on comprendra la corrélation génotype-phénotype, plus on pourra adapter ce type de programme ETP. Et c'est un programme qui est clé en main avec une possible diffusion au sein de notre réseau. On peut en parler par la suite si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, le CRMR Génopsy de Dijon va développer très prochainement le module B sur leur site. Ici, on vous a mis une petite fiche qu'on a travaillée sur le syndrome de Smith-Magenis qui reprend les éléments principaux et que vous pouvez retrouver sur le stand du réseau Génopsy. Et je terminerai effectivement en appuyant, étant donné ma spécialité de neuropsychologue, sur le fait qu'on est en grande difficulté pour évaluer les profils atypiques des personnes concernées par les maladies rares. Et pour nous aider dans ce domaine, on a créé un club de neuropsychologues au sein du réseau Génopsy qui prend vraiment beaucoup d'ampleur. En tout cas, on est assez contente et qui va être amené à justement se questionner sur la possibilité de l'évaluation. On a fait une réunion lundi et comment on fait pour évaluer de manière, alors pas standardisée puisqu'on est dans quelque chose de personnalisé, mais quand même la frontière finalement avec des données qui nous permettraient d'avoir des données de recherche, puisque en recherche, on a quand même besoin d'avoir des cohortes avec des données précises. Donc, comment trouver cette frontière finalement entre le personnalisé et puis la recherche qui nous oblige à faire des choses un petit peu plus standardisées. Et notre club de psycho-neuropsycho essaye d'aller dans ce sens-là. Merci beaucoup pour votre écoute.